On a vu un peu une overview de ce que c'était, de ce que nous ont répondu donc les sondés sur à la fois les difficultés qu'ils ont, à la fois les évolutions du rôle du responsable formation, un petit peu les défis qu'ils ont identifiés. Alors on va donner la parole à nos invités pour de votre entreprise, pardon. Comment ça se passe et comment vous pouvez analyser ces grandes évolutions et ces chiffres au regard de votre propre expérience. Donc, bonjour à tous. Alors, je me présente juste en quelques phrases. Donc, je suis responsable Training Center KSB. KSB, c'est une société dans la métallurgie, donc 1200 salariés, 4 usines en France, 16 000 dans le monde, groupe allemand. Voilà, donc je suis à la fois responsable de l'organisme de formation maison, donc qui forme les salariés de l'entreprise et qui forme les clients, les partenaires de l'entreprise. Donc, également responsable du déploiement du plan, on va dire, à ce jour. Alors de mon côté, donc la place de la formation dans la stratégie RH. Alors oui, moi je suis ma responsable hiérarchique, c'est la DRH, donc on est directement lié au service RH. Je fais partie du comité de direction RH, ce qui me permet d'influencer, de donner, déjà d'avoir fait une énorme veille au niveau de la réforme, parce que ça a changé quand même beaucoup de choses dans l'entreprise, la baisse des subventions, la disparition du 0,9 au niveau du plan, ça a changé beaucoup de choses. Donc on m'a donné des missions importantes d'optimisation du budget de la formation. Donc trouver tout moyen d'optimiser le budget, faire autant voire plus avec moins, c'était vraiment le mot d'ordre. Est-ce que vous vous sentez davantage mobilisé pour être business partner? Ah oui, alors ça c'est très très important. Et comment ça se concrétise? Concrètement, il faut marketer son offre, il faut communiquer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut aller à des réunions, il faut montrer ce qu'on propose, il faut être très ouvert, il faut proposer du sur-mesure, il faut voir là où sont les écarts de compétences, combler ces écarts de compétences. On a beaucoup travaillé aussi sur les évaluations. Je sais bien qu'il y a beaucoup de travail encore sur l'évaluation. C'est un gros chantier, c'est quelque chose de très compliqué l'évaluation, mais on parle de plus en plus de ROI de la formation. Et en termes de compétences, quelles sont les compétences que vous avez dû développer suite aux dernières évolutions de la formation? Alors, j'ai beaucoup développé le digital, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Donc, j'ai dû développer, oui, mes compétences d'ingénierie d'ingénierie pédagogique dans le digital, parce que c'est vrai que c'est une autre façon de voir la formation et de passer de formation présentielle, 100% présentielle, comme on en avait dans notre catalogue, on n'avait que ça, à des formations. Alors, nous, on ne parle pas que de e-learning, on fait du blended, toujours des formations en salle et en atelier, bon, parce qu'on est sur des formations très pratiques. Moi, je prône par exemple les FEST, la formation en situation de travail. Je trouve que ça peut être un vrai progrès pour l'avenir. Et maintenant que le champ des possibles est ouvert pour la formation, maintenant que beaucoup de choses sont éligibles à la formation, même des choses très courtes, ça ouvre vraiment beaucoup de possibilités. Et avec le digital, on a ouvert beaucoup de possibilités, c'est vrai. Merci beaucoup. Madame Altea, alors vous, qu'est-ce qui a changé dans votre hôpital avec les dernières évolutions de la formation? Bonjour à tous. Alors juste pour vous situer un peu, effectivement, donc je suis responsable du développement professionnel de l'Institut Gustave Roussy. Ce poste, enfin cette définition de poste existe depuis 2009. C'est-à-dire que le poste s'est appelé responsable du développement professionnel depuis déjà bien longtemps. Au moment d'ailleurs d'une signature d'accord collectif qui remplace en fait, qui ne s'appelle pas accord GPEC, mais qui s'appelle accord sur le développement professionnel des salariés. L'Institut Gustave Roussy, donc à 3000 salariés, c'est le premier centre de lutte contre les cancers en Europe. Et c'est peut-être ça qui influence du coup cette volonté de innovation, changement, etc. On fait les paris que notre politique RH est aussi innovante en fait que notre application de la médecine. Donc c'est un vaste pari, mais je pense que ça influence beaucoup nos pratiques. Je pensais notamment au lien entre la communication et donc la formation en ce qui nous concerne. On ne fait rien sans avoir un événementiel à la clé. C'est-à-dire que, et quand je parle d'événementiel, c'est que les 3000 salariés de Gustave Roussy nous voient se balader partout, un peu comme un grand cirque, où effectivement on fait beaucoup de ramdam, on a des goodies. Alors, juste pour vous donner un exemple, quand le CPF est sorti, donc en janvier 2015, on a donc lancé une campagne de communication, et je dis bien communication et pas information, auprès de l'ensemble des salariés, et on a fait donc des
événementiels itinérants où on expliquait aux salariés ce que c'était que le CPF et en plus ce qu'on allait avoir avec les entretiens professionnels qu'on a commencé dès janvier 2015. Et en fait, on a offert à tout le monde, alors dans un hôpital ça marque, un petit médecin en caoutchouc voilà, qui était un anti-stress. Sur les digitales, en fait, c'est un peu un parti pris, donc c'est la minute réac de ma part. Mais en fait, d'une part, il y a un membre de mon équipe qui est formé à la pédagogie et donc, qui crée des modules e-learning. Mais c'est un vrai parti pris que de faire le moins possible de digital. En même temps, on a un investissement qui est de 4 millions d'euros sur la formation, donc ça nous permet d'avoir une certaine latitude. Mais en fait, les moins possible parce que très souvent, les ateliers, les moments où les personnes se rencontrent, je pense notamment aux managers, parce qu'on en a 250, tous métiers confondus, les seuls moments que nous avons, ce sont les ateliers où ils se voient. Et donc d'emblée, on a pris les partis de dire non, c'est pas du digital. Il faut que les gens se rencontrent, il faut que les gens se voient, se parlent. Et une fois qu'ils ont créé leur communauté managériale en quelque sorte pour parler des managers, et donc ils se reconnaissent entre eux, on va leur proposer éventuellement un outil pour suivre, parce qu'on achète d'abord un vendeur, et donc ils sont reconnus entre eux, et après on va envisager l'action du digital. Mais on est très loin du compte, et c'est vraiment un parti pris un peu réac, mais voilà, je suis... Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors un petit mot, un sujet qui me tient à cœur par rapport à ce que vous veniez de dire, madame, c'est que je pense que le digital n'est pas, pour moi, c'est pas le synonyme de distanciel. C'est-à-dire que le digital, c'est une modalité pédagogique qui peut être utilisée en présentiel, à travers des jeux, à travers des modalités d'animation, et que le digital en distanciel, c'est une partie, mais donc voilà, je pense qu'on c'est pas du tout antinomique. Et donc nous, on développe beaucoup l'idée que on digitalise nos formations, mais on digitalise nos méthodes pédagogiques, notre approche pédagogique. Et on voit que quand vous faites un serious game tout seul dans votre écran, c'est pas très très marrant, même si les personnages sont sympas. Quand vous faites un serious game et que vous jouez en session avec un groupe, je vous assure que c'est plutôt ce qui se passe dans la salle qui est rigolo plutôt que le serious game. Et donc on pense que le digital, c'est une façon de travailler différente et une façon d'animer aussi les groupes différents. Et donc qui permet ensuite d'avoir des extensions puisqu'on pourra utiliser les mêmes outils, ce qu'on ne peut pas faire avec un formateur, sauf à faire du webinar, mais globalement, c'est que du coup, c'est une extension vers l'avant ou vers l'après-formation, mais que si vous voulez ancrer du distanciel, vous devez déjà digitaliser à l'intérieur de votre présentiel.